À la une ce soir, procès sous tension aujourd'hui à la cour d'assises spéciale de Fort-de-France. Kevin Dour, jugé pour trafic de drogue, a été évacué pour des faits de violence envers un gendarme du GIGN qui l'escortait. L'audience a été suspendue jusqu'à demain. Les bus à haut niveau de service pourraient circuler en juillet prochain. L'annonce a été faite par le président de la CFTU. Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour enfin voir le dossier du TCSP résolu. La Sopamar mobilisée sur un chantier au quartier Acajou au Lamentin. Les militants ont bloqué l'accès au site accompagnés par les riverains du chemin Tamaya. Ils protestent contre des irrégularités concernant entre autres des autorisations de construire. Et puis les passionnés de football sont en ébullition à 17 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Certains supporters ont déjà commencé à s'échauffer aujourd'hui à l'occasion du premier match amical de l'équipe de France. Enfin, Pascal Safache, vous le voyez, est notre invité ce soir. Il nous parlera de l'invasion des Sargasses en Martinique. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est un procès sous tension qui a eu lieu aujourd'hui à la cour d'assises spéciale du tribunal de grande instance. Kevin Dour, surnommé le Pablo Escobar français, est de nouveau jugé depuis ce matin, un an après son procès en appel. Cette fois-ci, il comparaît avec 6 de ses complices présumés pour trafic de drogue. L'audience a été très agité aujourd'hui, surtout cet après-midi. Le principal accusé n'aurait pas supporté de rester dans le box vitré alors que les autres prévenus, eux, ont été autorisés à en sortir. Des échanges très houleux avec même des faits de violence ont nécessité la suspension de l'audience jusqu'à nouvel ordre. Explication d'Alizé Lutran et de Sandrine Claude. Ambiance très tendue pour cette première journée d'audience. Kevin Dour, le principal accusé, a tenté il y a quelques instants de se battre avec les forces de l'ordre. Confiné comme les autres accusés dans le box en verre, il est le seul à ne pas avoir été autorisé à en sortir pour comparaître. Pourtant, la journée avait débuté dans le calme. Jusqu'ici, Kevin Dour, à son habitude, était impassible face aux magistrats. Et à ses côtés, 9 autres accusés vénézuéliens et français. 3 sont en cavale et manque à l'appel. Alors aujourd'hui, les avocats des accusés ont insisté sur un point précis. Ils pointent du doigt la surveillance téléphonique menée pour incriminer leurs clients. Intercepter illégalement et transcrire illégalement des conversations entre des personnes, c'est porter atteinte à la vie privée, ce qu'on peut faire dans certaines conditions, mais dans le strict respect de la loi, ce qui n'a pas été du tout le cas en l'espèce. La question que pose cette affaire, comme d'autres, mais en particulier celle-là, c'est est-ce que la fin justifie tous les moyens? Est-ce que pour assurer le respect de la loi, on peut soi-même étant la force publique, l'État, violer la loi? L'affaire est particulièrement suivie par la population. Beaucoup sont venus assister à ce premier jour d'audience. Et dans ce dossier d'envergure, rien ne doit être laissé au hasard. Après 5 années quasiment de combat procédural pour faire constater encore une fois que les éléments à leur encontre ont été réunis de manière illégale et évidemment qu'il y a une attente très forte chez eux de rencontrer des juges qui vont entendre leur argumentation et accepter qu'ils se défendent. Kevin Dour, quant à lui, est incarcéré depuis l'année dernière au centre pénitentiaire de Beauvais. Alors tout comme ses complices présumés, il a été transféré à Ducos le temps de ce procès. Celui qu'on dit être le cerveau de l'affaire a déjà écopé de 10 ans de réclusion criminelle suite à son procès en appel. C'est évidemment une affaire sous haute surveillance qui se déroule ici au tribunal de Fort-de-France. Les magistrats de la cour d'assises ont désormais 2 semaines pour déterminer l'implication réelle de chacun. S'il est reconnu coupable, Kevin Dour encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Les bus à haut niveau de service devraient enfin pouvoir circuler d'ici la fin du mois de juillet. C'est l'annonce du président de la CFTU. Il serait parvenu à un accord avec Martinique Transport. Il ne resterait plus que quelques détails à éclaircir. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Sandrine Claude. Après des mois de bras de fer et de pourparlers infructueux, la CFTU, l'exploitant du réseau, et Martinique Transport, l'autorité unique, semblent avoir accordé leur violon. Depuis le mois de janvier, nous avons travaillé sur des solutions techniques. Alors par exemple sur l'amplitude horaire, la tarification avait déjà été arrêtée par Martinique Transport, donc ça ne change pas, à hauteur de 1,45 € avec une déclinaison sur chacun des titres qui sont prévus. La maintenance des bus s'organise et nous serons prêts pour la date définie par l'autorité. Le réseau aurait dû démarrer il y a un peu plus de 2 ans maintenant.
Et si les deux parties travaillent désormais de concert, c'est que le temps presse. L'Europe, qui avait accordé 80 millions d'euros à la création du TCSP, menace aujourd'hui Martinique Transport de devoir rembourser la somme si les bus ne roulent pas rapidement. On nous passe une commande et nous répondons à la commande en donnant des solutions techniques. Et c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons changé de solution technique parce que les demandes aussi ont changé. Et donc aujourd'hui, nous en arrivons avec Martinique Transport à une solution qui correspond à une demande qui est celle d'aujourd'hui. En tout, le projet TCSP a coûté 400 millions d'euros. La mise en circulation des bus à haut niveau de service serait donc programmée pour fin juillet prochain. Reste désormais à connaître la date exacte. Les militants de la Sopamar se sont une nouvelle fois mobilisés aujourd'hui dans leur collimateur, un chantier de construction de 60 logements au quartier Acajou au Lamentin. En compagnie des riverains du chemin Tamaya, ils ont bloqué très tôt ce matin l'accès au site. En cause, plusieurs dizaines de logements du même lotissement sont toujours en attente de livraison depuis 15 ans et ce nouveau chantier présenterait quelques irrégularités. Voyez ce reportage de Marie Tricot. Depuis 5 heures ce matin, le chantier tourne au ralenti. Les riverains et les membres de la Sopamar investissent les lieux pour empêcher les travaux de gros œuvres. 60 logements doivent ici sortir de terre, une aberration pour les habitants du quartier qui contemplent depuis 15 ans d'autres logements en contrebas dont la construction n'a jamais été achevée. Nous avons plus bas, nous avons déjà plus de 200 logements qui sont en attente. Ces logements aujourd'hui sont squattés. On a eu des débuts d'incendie. Nous n'avons pas de réponse. Donc s'il y a un problème effectivement de logement, il faut qu'on réhabilite les logements qui sont déjà présents. Le nouveau chantier occasionnerait d'autres désagréments, comme l'engorgement des routes pour sortir du lotissement et un manque de sécurité, dû au travail des grues actionnées juste au-dessus de leur toiture. Mais surtout, il dénonce une absence de communication de la municipalité. Les riverains ont des droits lorsqu'une construction est implantée, sans étude d'impact, sans enquête publique à l'endroit de chez eux, ils sont en droit de s'adresser à la mairie, de demander le numéro de permis, de demander ce qu'il faut effectivement pour présenter leur doléance. La Sopamar relève quant à elle plusieurs irrégularités, un panneau de chantier placé trop en amont des travaux, ainsi que la présence d'une centrale à béton qui devrait faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par la DEAL. L'association assure que l'agrément n'existe pas. Cette centrale à béton, c'est une ICPE. Ça veut dire que c'est une installation classée pour protection de l'environnement. Et à ce titre, cette ICPE doit justifier de plusieurs autorisations. On nous a confirmé non seulement qu'il n'y avait pas d'autorisation qui avait été donnée, mais l'autorisation n'avait même pas été demandée. Présent sur le site, le chef de travaux se dit en règle avec la direction de l'environnement et redoute un arrêt total des travaux qui priverait d'emploi les 60 ouvriers mobilisés. En fin de matinée, un huissier de justice est venu constater le blocage du chantier. Et notez que nous avons tenté de joindre la mairie à ce sujet sans réponse pour l'instant. Les sargasses envahissent de plus en plus nos côtes. Depuis ce matin, une nappe d'algues brunes s'est installée sur les plages de Sainte-Luce, au bourg et le long du parcours de santé. Les équipes des services techniques de la ville ont été à pied d'œuvre pour tenter d'en évacuer un maximum vers la décharge de Céron. Justement, pour parler de cette invasion de sargasses qui semble prendre de plus en plus d'ampleur, nous recevons le professeur des universités, Pascal Safache. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, ma première question, est-ce que c'est une impression où cette invasion prend de plus en plus d'ampleur ? Disons que je ne sais pas si elle prend de plus en plus d'ampleur, mais elle est en train de durer. Par rapport aux autres années, généralement, ça durait ça s'étalait sur 3 mois, 4 mois, 5 mois. Là, ça a démarré en janvier et je crains malheureusement que le phénomène ne dure encore quelques mois. Et je pense que dans les années à venir, il faut s'attendre à ce que ce phénomène soit non seulement récurrent, mais de plus en plus long. Donc, on s'inscrit, si vous voulez, vraiment dans la durée. On en parle depuis quelques années maintenant, mais d'où viennent ces sargasses? Alors, pendant longtemps, on a cru que les sargasses provenaient de la mer éponyme, la mer du même nom, la mer des Sargasses. En réalité, il faut savoir que les sargasses, on a des récits concernant les sargasses depuis le XVe siècle à peu près. Donc, ça fait très longtemps que le phénomène existe. Il n'empêche que ces algues, aujourd'hui, ne proviennent pas précisément de la mer des Sargasses, mais proviennent soit d'Afrique, soit du Brésil. Je m'explique. Au large de l'Afrique,
Afrique et particulièrement au large donc, du fleuve Congo, il y a des masses phénoménales de sargasses. Au large donc, de l'embouchure de l'Amazone, pareil, des bancs de plusieurs centaines de kilomètres de sargasses. Et la question est de savoir pourquoi ces algues parviennent jusqu'à nos rivages. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que si ces algues se développent à ces endroits, c'est parce qu'elles trouvent des conditions favorables. Et les conditions favorables, quelles sont-elles? C'est donc bien entendu une mer chaude, donc une température relativement importante, et surtout des sels minéraux. Et ces sels minéraux proviennent de quoi? Proviennent du fait qu'en amont, sur les versants, sur ce qu'on appelle les bassins versants, tant en Afrique qu'en Amazonie, on a déboisé énormément pour pratiquer une agriculture intensive. En Amazonie et particulièrement au Brésil, vous savez que le Brésil a pour vocation, ou en tout cas s'est fixé comme objectif de devenir, s'il ne l'est déjà pas, le premier producteur mondial d'éthanol. Et donc la forêt amazonienne est en train d'être déboisée vraiment massivement pour planter de la canne à sucre. Pour permettre la croissance de cette canne à sucre, on épand des produits phytosanitaires en grand nombre sur ces terres. Et ces produits phytosanitaires se retrouvent, puisqu'on est dans un climat équatorial, se retrouvent dans les rivières et les rivières les évacuent en mer. Et comme les sargasses se nourrissent de sels minéraux, tous ces éléments favorisent la croissance des sargasses. C'est ce qu'on appelle les blooms algaux ou un bloom algal lorsqu'il y a un développement massif des sargasses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces algues auraient pu stagner au niveau de ces embouchures et on les retrouve sur nos côtes. Pourquoi? Parce que vous avez des courants qui les ramènent vers nos côtes. Alors quel courant? Le courant des Guyanes. Et ce courant des Guyanes, en réalité, il a une trajectoire qui est très, très normée, qui est que l'on connaît bien et qui jusqu'alors était relativement fixe. Et puis depuis quelques mois, les pêcheurs, même depuis quelques années, les pêcheurs ont observé qu'il y a une variation des courants. Alors, justement, parce que j'allais vous dire, depuis quelque temps, on observe l'évasion des sargasses sur la côte Caraïbe, alors que... Voilà, en fait, c'est exactement... C'est surprenant ou pas pour vous? Alors, c'est à la fois surprenant, mais à mon avis, il faut commencer à s'y habituer. Pourquoi? Parce que les marins-pêcheurs, comme je vous le disais, ont observé une variation des courants et cette variation tend à se confirmer parce que quand on reprend les images satellitales, par exemple, on voit bien que les courants sont en train de glisser vers l'ouest et ce faisant, ces courants mobilisent donc cette nappe de sargasses qui se trouve au large du Brésil et évacuent cette nappe vers nos côtes. Et donc, jusqu'à présent, c'était essentiellement la côte atlantique qui était prioritairement affectée. Il faut s'attendre à ce que petit à petit, malheureusement, la côte Caraïbe le soit elle aussi. Alors, on a bien compris, la faute au réchauffement climatique et au courant, est-ce qu'on peut faire quelque chose à notre échelle en Martinique? Mais à notre échelle, si vous voulez, j'ai presque envie de dire que si on ne règle pas le problème à l'échelle internationale, ou en tout cas à l'échelle du bassin atlantique, c'est-à-dire véritablement avoir un dialogue avec ces pays qui, d'une certaine manière, sont des pourvoyeurs de sargasses, ou en tout cas, ce sont eux qui sont à l'origine de cette invasion massive de sargasses. Si on ne peut pas régler le problème à l'échelle du bassin, il faut tout au moins essayer, et c'est ce que j'avais proposé, de ramasser les algues en mer, en tout cas de les récolter en mer. Parce que attendre qu'elles arrivent sur la côte, ce n'est pas la solution. Et c'est possible de les ramasser en mer? C'est possible de les ramasser en mer parce qu'il existe des techniques pour le faire, soit avec des sortes de chalutiers ou des chaluts pour le faire. Le problème, c'est que ça a un coût. Et ça mobilise, si vous voulez, donc des moyens relativement importants. Et qui paiera? C'est ça aussi. Voilà, la vraie question, c'est qui paiera? Oui, on est bien d'accord. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous parlerons d'une nouvelle technique de cyanuration. Le concept porté par la société Au Plata en Guyane sera étendu à la montagne d'Or. Et puis nous reviendrons sur le rendez-vous pour l'orientation et l'emploi organisé par la mission locale Nord pour mettre en valeur les métiers de l'uniforme qui recrutent. Mais avant, direction la Guyane justement, mais avec un gros coup de sang de l'ancien président des jeunes agriculteurs aujourd'hui. Il s'est enchaîné pendant près de 3 heures aux grilles de la DAF pour protester contre les délais de traitement des dossiers de demande de subventions européennes. Ayodele Germa était sur place. Regardez. Rien n'y fait, Jean-Hubert François ne démord pas. Il est aux alentours de 10 heures quand il s'enchaîne à la balustrade du premier étage à l'intérieur de la direction de l'agriculture. Il sortait d'une réunion pour discuter de son dossier de demande d'aide européenne pour son exploitation agricole. Une demande qu'il a déposée depuis 2016 sans succès. Je n'accuse ni le préfet, je n'accuse ni le directeur de la DAF, ni son adjoint. J'attaque certaines personnes de leurs services qui sont là et qui dès qu'ils voient un dossier estampillé François Jean-Hubert, c'est un dossier soit qui part à la poubelle, ou c'est une cabale. C'est une cabale. Tout ça,
Tout ça, je sais que c'est de la vengeance. Vous voulez de la vengeance? Il n'y a pas de problème. Je vais attaquer personne, je vais tuer personne. La seule vie sur laquelle j'ai pouvoir, c'est la mienne. Le SAMU est sur place, la police a dressé un périmètre de sécurité. Une dizaine de sympathisants est à l'extérieur pour le soutenir. Il ne faut pas prendre ça à la légère, d'autant plus que nous avons eu par le passé un entrepreneur en Guyane même qui s'est donné la mort. Donc aujourd'hui, il faut que l'administration comprenne qu'il faut assouplir les démarches administratives, il faut assouplir les procédures administratives de manière à éviter ce genre de drame. C'est tellement difficile pour un jeune aujourd'hui de s'installer en Guyane dans l'agriculture. C'est quelqu'un d'assez honnête, d'assez humble. Et voir qu'il arrive à ce stade-là pour se faire entendre et se faire comprendre surtout. Voilà, comme il vient de me dire en 2 mots, c'est ni oui ni non. Donc au moins avoir une réponse claire, non, on ne peut pas vous aider, ou oui, d'accord, votre projet sera concrétisé. Près de 3 heures se sont écoulées depuis le début de ce coup d'éclat. 3 heures durant lesquelles les négociations dans les bureaux ont abouti sur un accord. Nous avons pu apporter une réponse à ces 2 revendications. D'une part sur un dossier qui est en instruction chez nous et qui sera donc présenté dans le prochain comité d'instruction qui est le COSDA et qui aura lieu dans le courant du mois de juin. Et puis sur le sujet de la DJA qui concerne plusieurs jeunes agriculteurs qui sont dans des situations délicates au niveau de l'installation d'une activité agricole et pour lesquels ils ont un certain nombre d'obligations à satisfaire pour pouvoir bénéficier de la dotation jeune agriculteur. Et compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent et dont nous avons connaissance, nous sommes convenus qu'une demande de remise gracieuse pourra être portée. Elle sera portée d'ailleurs de manière générale. Les syndicats s'y sont engagés par les syndicats eux-mêmes. Jean-Hubert François détache enfin ses chaînes, réconforté par le maire de Montigny-Ritonnet-Grande, qui lui aussi a participé aux négociations. Quand on va tous commencer à se pendre, là vous allez commencer à voir qu'il y a vraiment un problème dans le pays. Et arrêtez de penser comme si que tous les jeunes ou les moins jeunes qui travaillent dans ce pays sont des fainéants comme ils veulent le faire croire. Le jeune agriculteur ressort visiblement éprouvé par ce bras de fer. Nous restons en Guyane sur le site Dieu merci à Saint-Élie où la société Oplata propose une méthode de cyanuration novatrice. La technique devrait aussi être utilisée dans l'exploitation de la montagne d'or. Présentation de Gaël Wassim. À 120 km à vol d'oiseau de Cayenne, le site Dieu merci, la plus grande mine de la société Oplata, innove par une nouvelle méthode de cyanuration. Construite de toutes pièces, cette nouvelle centrale aurifère devrait permettre l'extraction de 92% du minerai contre 35 à 40% auparavant. La méthode de cyanuration en elle-même n'est pas innovante, c'est une méthode qui existe depuis très longtemps. Ce qui est nouveau, c'est que Oplata s'est doté de ce complément chimique en aval de son procédé gravimétrique, parce que le procédé gravimétrique qui était le seul utilisé en Guyane à l'heure actuelle ne permettait de récupérer que 35 à 40% de l'or qui était contenu dans le minerai. Cette unité de cyanuration va nous permettre de récupérer 92% de cet or dans les rejets et en conséquence notre modèle économique prend un virage vraiment à 180 degrés et va nous permettre de retourner vers un équilibre économique que nous recherchions lorsque nos teneurs en or de nos gisements étaient tombés à un niveau trop bas pour l'utilisation de la gravimétrie seule. Un modèle économique équilibré et une unité de production respectueuse de l'environnement selon les dires du PDG d'Oplata. Alors cette unité se fait dans le respect total de la réglementation du code minier français. Nous avons obtenu toutes les autorisations nécessaires de la part de la DEAL et un arrêté préfectoral encadrant strictement le fonctionnement de cette usine. L'environnement est totalement respecté et vous savez très bien que l'environnement en France fait partie de la réglementation la plus dure que nous pouvons trouver en Europe. Pour la CTG, l'intérêt serait de démontrer tout le potentiel de notre sous-sol et les richesses en termes de développement industriel. Il s'agit d'une expérience à Saint-Élie sur un territoire qui vise à reprendre une exploitation qui jadis fournissait un potentiel. Mais le but pour moi, c'est de démontrer que la cyanuration, il n'y a pas de risque zéro.
mais il y a surtout une volonté d'arriver à avoir un risque maîtrisé. Et je pense que dans ce cas d'espèce, c'est un pôle expérimental pour la Guyane. Et c'est pourquoi pour moi il était intéressant que des partenaires nous accompagnent, j'en ferai d'autres également, de façon à comprendre qu'en Guyane, il y a une structuration à mettre en place sur la filière aurifère, notamment minière en Guyane. Un projet d'école des mines est envisagé dans les années à venir pour permettre aux Guyanais d'exploiter l'ensemble des ressources de notre sous-sol. Place au sport avec les passionnés de football qui se préparent au coup d'envoi de la Coupe du Monde. S'il n'y a pas encore de ruée dans les magasins de télévision pour suivre les matchs depuis son canapé, l'ambiance commence déjà à frétiller dans certains bars. Le premier match amical de l'équipe de France a été une occasion de se mettre en jambes. Reportage de Jean-Marc Tavoué. 2-0 contre l'Irlande, résultat du premier match de l'équipe de France en pleine préparation pour la Coupe du Monde. Les supporters de la première heure sont ravis. Sympathique, assez rafraîchissant. On voit l'équipe de France qui développe un peu son jeu. On a des bons joueurs. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à bien jouer ensemble. Ce que j'ai pu voir là, c'est que individuellement ils sont présents, mais en équipe, il y a encore des choses à faire, il y a encore du boulot. De quoi patienter avant le lancement officiel de la compétition prévu le 14 juin prochain et faire quelques commentaires sur la liste des 23 sélectionnés. Je pense que Deschamps, comme d'habitude, a fait de bons choix, a pris les 23 meilleurs joueurs français, et donc qui équivaut à avoir une belle équipe de France qui, en espérant, feront une belle prestation en Russie. Parmi les élus, le Martiniquais Raphaël Varane est déjà dans le cœur des supporters. Voilà, je pense que tous les Martiniquais seront derrière lui pour qu'il puisse effectuer une belle Coupe du Monde. Comme à chaque grand événement sportif, ce bar Foyalais est prêt à accueillir les amoureux du ballon rond. On est un petit peu comme au stade, donc on peut faire la fête, on peut machin. Et puis en plus on essaie de faire un petit quiz, on a un maillot de Zidane à gagner, enfin on essaye de faire une dynamique. Et pour ceux qui souhaitent suivre la compétition à la maison, les revendeurs de télévision préparent une campagne de promotion avec des ristournes allant de 5 à 20%. Mais pour l'heure, ce n'est pas encore la frénésie. Les gens sont en prospection. Nos clients nous demandent est-ce qu'il y aura un prix, est-ce qu'il y aura un catalogue. Donc pour l'instant, c'est tout doucement que les gens passent au magasin. Ici, on propose des télévisions haut de gamme, plus chères, mais dernier cri. Aujourd'hui, on demande des téléviseurs plus souvent en 4K. C'est une définition 4 fois supérieure à la définition HD. Puisqu'en HD, on dit haute définition, 4K, on dit ultra HD. D'accord. Donc aujourd'hui, le 4K est devenu le téléviseur dans l'absolu, quoi. LED, HD, 4K, derrière ce vocabulaire très technique, les dernières avancées technologiques pour une meilleure image. Il y a 2 ans, c'était le téléviseur 4K, aujourd'hui c'est 4K HDR. Haut de gamme ou premier prix, ce qui est sûr, c'est que la Coupe du Monde représente une période importante pour le secteur de la vente multimédia et le chiffre d'affaires est lié aux résultats de l'équipe de France. On constate que dans le classement, plus la France avance, plus nous avons une rotation un peu plus importante. Donc c'est vrai, oui, en espérant que la France soit au rendez-vous. Alors, revendeurs ou supporters, n'auront qu'un seul mot à la bouche, allez les Bleus. Retour comme chaque lundi sur les manifestations sportives qui ont marqué le week-end. Les sacres du club franciscain en football masculin et du RC Saint-Joseph chez les femmes. En handball féminin, la Coupe de Martinique est revenue à l'entente AS Mordaisès gauloise. Retour sur un week-end de sport avec Karil Chassol et José Lecierti. En football, à une journée de la fin du championnat de Régional 1, le club franciscain sacré champion de Martinique. Les hommes de Dominique Jean, vainqueurs de l'Essor 3-1, conservent leur titre. Ils réalisent cette saison le doublé Coupe Championnat. Dans le même temps, le Golden Lion, vainqueur 2-0 de l'Essor, et le club colonial qui a atomisé le CSK Pilote 5-1 sont assurés de rester sur le podium de la R1. La 4e place qualificative pour le trophée Mutuel Margaillard se disputera entre l'Aiglon et la Samaritaine, 2 formations qui seront opposées le week-end prochain lors de la dernière journée du championnat de R1. En bas de tableau, le Good Luck et le Golden Star se livreront un duel à distance dans la lutte pour le maintien. En football féminin, le RC Saint-Joseph, sacré champion de Martinique. En finale du championnat, les Joséphines ont battu le club franciscain sur le score de 2-1. Les Joséphines réalisent elles aussi le doublé Coupe Championnat. En handball féminin, la Coupe de Martinique revient à l'entente AS Mordaisès gauloise.
En finale, elle a battu le Réveil Sportif 29-26, un premier trophée pour cette entente. En cyclisme, le challenge Féroce Girls a connu son épilogue samedi après-midi au Gros Morne. Si la dernière manche revient à Julia Couturier de la JC 231, cette deuxième édition du challenge Féroce Girls est remportée par Béatrice Perronnet du Winner Team. Et notez toujours en cyclisme les bonnes prestations de nos représentants en Guyane lors du Grand Prix de la coopération. La dernière étape est revenue hier à Michael Laurent de l'UCS et la compétition a été remportée par Willy Roseau du Madinina Bikers. ATV, toujours dans la proximité. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un rendez-vous pour l'orientation et l'emploi des jeunes de 16 à 25 ans. C'était le thème de la journée des métiers en uniforme organisée par la mission locale Nord. Environ 100 jeunes avaient répondu à l'invitation. Robert, Hubert Bornil et Guy Raphaël René étaient sur place. Regardez. Nous savons que tu en raid, notamment pour ces jeunes pays. Alors moi aussi, je suis venu voir ici dans cette salle. C'est juste là, hein, comment ça se passe. On peut être soit gendarme, pompier, devenir également douanier. Tout ça, on peut trouver toutes les infos dans cette salle. On va aller ces moments-là. Allons-y. Infirmiers, sapeurs-pompiers, policiers ou surveillants pénitentiaires, tous ont délaissé le temps d'une matinée leurs activités professionnelles pour se tenir à la disposition des jeunes. J'ai pas de diplôme. Donc j'essaie de trouver une situation dans ma vie et que je veux trouver un emploi pour surtout avoir de l'argent. Un regroupement des métiers en uniforme qui recrute à ce que l'on dit. L'armée de terre, c'est ça, 400 métiers différents. Évidemment, il y a des métiers qui se croisent avec la marine et l'armée de l'air. Mais ceci étant, aujourd'hui, nous offrons à un jeune la possibilité d'avoir un premier emploi, parce que c'est cela, d'être indépendant financièrement, et d'accéder à son premier emploi sans expérience. Chez nous, le taux de chômage est élevé. Les plus touchés sont les jeunes, d'où l'intérêt de ce rendez-vous. On est sur les 18 communes du Nord. Là, au niveau des jeunes inscrits à la mission locale, nous avons 7000 jeunes inscrits à la mission locale. Tous les jeunes ne viennent pas sur nos manifestations, malheureusement. Une bonne partie des jeunes sont invités, mais tous ne se mobilisent pas, ne viennent pas. Ce matin, l'armée de terre présentait 15 000 postes. L'armée de l'air, 3 000 postes. Donc je crois qu'aujourd'hui, les jeunes gagneraient à venir dans ce type de formation pour pouvoir se positionner sur les offres. Dans la zone nord où les chiffres du chômage sont assez préoccupants, on ne peut pas dire que la manifestation a drainé un grand public. Seulement une centaine de jeunes pas toujours à l'aise dans leur choix. La gendarmerie m'a intéressée, mais notamment aussi l'infirmerie. Donc j'ai aussi été voir l'armée de l'air afin de connaître tous les métiers administratifs qu'ils disposent. Est-ce que tu as trouvé des choses qui t'ont donné des orientations? Tu as des pistes là? Oui, donc tout ce qui touchait à l'administratif, ça m'aurait bien intéressé. En tout cas, on peut dire que les entretiens se font de manière très sérieuse. Je prends le cas ici du RSMA qui propose, et ça il faut le dire, ça va intéresser beaucoup de jeunes. Alors de la soudure, une filière soudure et une filière mécanique nautique. Ça c'est important. On pourra réparer des bateaux, des choses comme ça, j'imagine. Et mécanique agricole aussi en plus. Mécanique agricole en plus. Prochain rendez-vous avec vous sur un stand bientôt le mois prochain. Nous serons à Madiana. À Madiana. Madiana, le 1er, le 2. Merci. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du Carrefour Market du François. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani. Toujours en Tchèpeia. À tout de suite.